Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine. Cette semaine, je vais parler donc des livres en cours de lecture ou lus durant la semaine, avec deux livres seulement, et dans ces deux livres, ce n'est pas toute cette épaisse pléiade, mais seulement un livre très court, qui est le premier livre de cette pléiade Nathalie Sarraute dont j'ai déjà un peu parlé la semaine passée. On voit d'ailleurs Nathalie Sarraute qui m'accompagne derrière moi, donc il ne faut pas que je dise n'importe quoi, à propos de tropisme dont je vais parler et que je vais confronter à un livre assez différent qui est Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos, livre que je suis en train de lire avec peut-être un peu de difficulté, ou en tout cas en entrant dans un monde qui me paraît au fond plus compliqué à lire que Nathalie Sarraute, pourtant réputée difficile. Alors peut-être que dans Nathalie Sarraute, d'autres lectures me résisteront plus que ces tropismes, mais voilà. Donc l'idée maintenant, elle est de parler de ces livres-là, de les confronter, ou en tout cas de parler de mes impressions de lecture, puisqu'il se trouve que, par hasard, je les lis en même temps. Alors j'ai lu, donc, de Nathalie Sarraute, son premier livre, Tropisme, qui est extrêmement court. Il s'agit de 24 textes qui sont donc des tropismes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tropisme ? Je ne vais pas faire ici une définition ultra précise de ce qu'elle entend par tropisme. Je vais plutôt aller en lire quelques-uns presque au hasard, ou même pas presque au hasard, tout à fait au hasard, pour qu'on voit que ces textes sont... Et est-ce que c'est cela, un tropisme ? Des textes qui décrivent une sorte de scène de la vie quotidienne avec des personnages qu'on ne parvient pas totalement à identifier et où les détails de la vie quotidienne prennent une place de plus en plus importante et une importance qui nous révèle quelque chose d'une réalité. Il y a, par exemple, le tropisme numéro 9, que je prends donc au hasard. Elle était accroupie sur un coin du fauteuil, se tortillait le cou tendu, les yeux protubérants. Oui, 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 disait-elle, et elle approuvait chaque membre de phrase d'un branlement de tête. Elle était effrayante, douce et plate, toute lisse, et seuls ses yeux étaient protubérants. Elle avait quelque chose d'angoissant, d'inquiétant, et sa douceur était menaçante. C'est le premier paragraphe de cette elle. Qui est-elle ? Le cou tendu, les yeux protubérants, et puis une parole sortie, j'allais dire de nulle part, sortie d'un flux de paroles, ce oui, 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 oui. Mais pourquoi dit-elle oui ? Qu'est-ce qu'elle fait dans ce fauteuil ? Qui est-elle ? On ne le sait pas. Et pourtant, l'image est extrêmement nette. Il sentait, tout d'un coup on a un il, donc on a un deuxième personnage. Elle, il, on n'en sait pas beaucoup plus sur eux. Pour l'instant, est-ce qu'on en saura plus ? On verra. Il sentait qu'à tout prix il fallait la redresser, l'apaiser, mais que seul quelqu'un doué d'une force surhumaine pourrait le faire, quelqu'un qui aurait le courage de rester en face d'elle, là, bien assis, bien calé dans un autre fauteuil, qui oserait la regarder calmement bien en face, saisir son regard, ne pas se détourner de son tortillement. On voit là tout d'un coup la mise en place, les deux fauteuils l'un en face de l'autre, elle qui se tortille, lui qui y fait face, et puis à nouveau on a des phrases au discours direct. Eh bien, comment allez-vous ? Il oserait cela. Eh bien, comment vous portez-vous ? Il oserait le lui dire, et puis il attendrait.
qu'elle parle, qu'elle agisse, qu'elle se révèle, que cela sorte, que cela éclate enfin. Il n'en aurait pas peur. Encore une fois, scène qui semble presque familière. Il n'en aurait pas peur. Qui est-ce? Pourquoi lui pose-t-il ces questions? Pourquoi ne répond-elle pas, ou du moins pas immédiatement? On se pose plus de questions qu'on a de réponses, mais comme dans la vie, au fond. Comme dans tout rapport humain. On a ici des rapports humains, elle, il, deux fauteuils, quelques paroles banales, mais ces rapports humains sont tirés jusqu'à l'essentiel, jusqu'à ce qu'il reste quand on a enlevé tout le superflu. Mais lui n'aurait jamais la force de le faire. Aussi, fallait-il contenir cela le plus longtemps possible, empêcher que cela ne sorte, que cela ne jaillisse d'elle, le comprimer en elle à tout prix, n'importe comment. Cela, qu'est-ce que cela? Mais quoi donc? D'ailleurs, c'est la question qu'elle pose après. Moi, je me posais la question, et Nathalie Sarraute, ou la narratrice de cette petite histoire, ou de ce tropisme, nous pose la question. Mais quoi donc? Qu'était-ce? Il avait peur, il allait s'affoler, il ne fallait pas perdre une minute pour raisonner, pour réfléchir. Et comme toujours, dès qu'il la voyait, il entrait dans ce rôle où, par la force, par la menace, lui semblait-il, elle le poussait. Il se mettait à parler sans arrêt de n'importe qui, de n'importe quoi, à se démener, comme le serpent, là, on a une parenthèse qui s'est ouverte, et une question, comme le serpent devant la musique, comme les oiseaux devant le boa. Il ne savait plus, et la parenthèse se referme. Vite, vite, sans s'arrêter, sans une minute à perdre, vite, vite, pendant qu'il en est temps encore pour la contenir, pour l'amadouer, parler. Mais parler de quoi? De qui? De soi, mais de soi, des siens, de ses amis, de sa famille, de leur histoire, de leurs désagréments, de leurs secrets, de tout ce qu'il valait mieux cacher. Mais puisque cela pouvait l'intéresser, mais puisque cela pourrait la satisfaire, il n'y avait pas à hésiter. Il fallait le lui dire, se dépouiller de tout lui donner, tant qu'elle serait là, accroupie sur un coin du fauteuil, toute douce, toute plate, se tortillant. Mais de qui s'agit-il? Et qu'est-ce qui fait que ces paroles ordinaires, on parle de la famille, des histoires, de soi, des siens, des désagréments, etc., que ça prenne une telle intensité? Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement intense dans ce texte-là, comme dans les autres tropismes. Alors, je ne vais pas tous les lire, mais vraiment, on sent qu'il y a une attention profonde à ce qui se passe à l'intérieur de la tête des gens, de leur corps, et en même temps, on les voit aussi de l'extérieur. On passe sans cesse de l'intérieur à l'extérieur. C'est aux environs de Londres, dans un cottage aux rideaux de percale, avec la petite pelouse par derrière, ensoleillée et toute mouillée de pluie. La grande porte-fenêtre du studio, entourée de glycines, s'ouvre sur cette pelouse. Un chat est assis tout droit, les yeux fermés sur la pierre chaude. Une demoiselle aux cheveux blancs, c'est pas la couleur de ses yeux, non, on ne le sait pas, je crois. Une demoiselle aux cheveux blancs, aux joues roses un peu violacées, lit devant la porte un magazine anglais. Elle est assise là, toute raide, toute digne, toute sûre d'elle et des autres, solidement installée dans son petit univers. Elle sait que, dans quelques minutes, on va sonner la cloche pour le thé. La cuisinière Ada, en bas, devant la table couverte de toile cirée blanche, épluche les légumes. Son visage est immobile, elle a l'air de ne penser à rien. Elle sait que bientôt il sera temps de faire griller les buns et de sonner la cloche pour le thé. Une sorte d'arrêt sur image. Une petite
scène de vie, mais qui est extrêmement réaliste au fond, extrêmement réel même, pourrait-on dire, mais ce n'est que du langage tout cela. Alors, le réalisme, c'est peut-être pas tout à fait ce qui est au cœur du deuxième livre dont je vais parler, après avoir déposé ici ma Pléiade. Donc Nathalie Sarraute, que je reprendrai dans d'autres œuvres qui vont pousser sans doute plus loin ces tropismes qui restent des textes courts du début. Alors, Sous le soleil de Satan, de Georges Bernanos, on est dans un monde très différent. Ce qui s'y passe est tout à fait extraordinaire. On n'est pas dans les scènes de la vie quotidienne. En tout cas, le point de départ n'est pas là. Au contraire, les personnages principaux de cette histoire-là sont des personnages extraordinaires parce qu'ils sont touchés par la grâce ou par Satan, par le mal ou par le bien le plus absolu, et on est dans quelque chose qui est de l'ordre du combat titanesque entre le bien et le mal, entre Satan et Dieu, et ça se retrouve dans des êtres humains. En particulier, on a le personnage de Mouchette qui incarne peut-être un mal qui pourrait être sauvé par le personnage de l'abbé, dont j'ai oublié le nom maintenant, qui vit une nuit assez extraordinaire où il rencontre des personnages tout aussi extraordinaires, qui rencontre notamment le mal incarné en la personne de Satan. Et donc, cette histoire-là raconte au fond une sorte de moment d'une intensité, là aussi extrême. On parlait d'intensité dans les textes de Nathalie Sarraute, même si on est très très loin du style de Sarraute. Au contraire, ici on est dans quelque chose qui analyse ce qui se passe à l'intérieur, donc à l'intérieur de l'esprit des gens, mais avec tout ce fond religieux chrétien et toute cette mythologie qui fait qu'au fond l'apparence n'est pas importante, alors que l'apparence me semble essentielle justement dans ce que décrit Nathalie Sarraute. Est-ce qu'on décrit chez Bernanos? Pas vraiment. On écrit et surtout on crie. On crie un désespoir. Je suis dans cette lecture-là, après l'histoire de Mouchette, dont j'ai déjà un peu parlé, cette femme qui commet un crime et qui incarne une certaine vision du mal, sans doute, mal que l'on peut peut-être extirper d'elle ou pas, ça je ne sais pas, c'est peut-être l'un des enjeux de la fin du livre que je n'ai pas encore lu, j'en suis à la fin de la deuxième partie sur 3. La deuxième partie, c'est la tentation du désespoir, qui est donc basée sur cet abbé qui va traverser la nuit au sens premier du terme, mais surtout dans un sens métaphorique, où il va rencontrer la tentation, il va rencontrer le diable lui-même, comme une sorte d'épreuve initiatique, et racontée avec beaucoup d'emphase par Bernanos, qui rend ce livre à la fois, on est pris dedans, puis parfois on est un peu écrasé, et puis surtout c'est une manière de voir le monde avec la présence de Satan, une sorte même de miracle ou de personnage qui incarne le bien, le mal, etc., sans qu'il soit si réel que ça, enfin on ne sait pas trop, c'est une manière de voir le monde qui est quand même, en tout cas pour moi, assez étrange. J'ai de la peine à entrer dans cette vision du monde, en tout cas. Mais c'est dit avec force et avec conviction. Lisons un petit passage. Donc il est au milieu de la nuit, c'est l'abbé Donisson, voilà son nom. Ce fut à ce moment que l'abbé Donisson
leva les yeux. Était-ce devant lui son compagnon ? Il ne le crut pas d'abord. Il a rencontré un homme avec qui il chemine pendant la nuit. Ce qu'il avait sous les yeux, ce qu'il saisissait du regard, avec une certitude fulgurante, était-ce un homme de chair ? À peine si la nuit eût permis de découvrir dans l'ombre la silhouette immobile, et pourtant il avait toujours l'impression de cette lumière douce, égale, vivante, réfléchie dans sa pensée, véritablement souveraine. C'était la première fois que le futur saint de l'Imbre, on dit toujours qu'il sera saint, donc il est en train de gagner ses galons de sainteté, pourrait-on dire. C'est le saint de l'Imbre, c'est le titre de la dernière partie, mais on nous annonce déjà qu'il va accéder à la sainteté. Donc c'était la première fois que le futur saint de l'Imbre assistait au silencieux prodige qui devait lui devenir plus tard si familier, et il semblait que ses sens ne l'acceptaient pas sans lutte. Ainsi l'aveugle né à qui la lumière se découvre tend vers la chose inconnue ses doigts tremblants et s'étonne de n'en saisir la forme ni l'épaisseur. Comment le jeune prêtre eût-il été introduit sans lutte à ce nouveau mode de connaissance inaccessible aux autres hommes ? C'est un saint, c'est pas un homme ordinaire. C'est peut-être ce qui fait que quand on lit cette expérience de ce personnage-là, on est un peu surpris et on ne comprend pas grand-chose parce que nous ne sommes pas saints, ce ne sont pas des personnages ordinaires comme ces deux personnes dans leur fauteuil chez Nathalie Sarraute. Il voyait devant lui son compagnon, il le voyait à n'en douter pas, bien qu'il ne distinguât point ses traits, qu'il cherchât vainement son visage ou ses mains, et néanmoins, sans rien craindre, il regardait l'extraordinaire clarté avec une confiance sereine, une fixité calme, non point pour la pénétrer, mais sûr d'être pénétré par elle. Un long temps s'écoula à ce qu'il lui parut. Réellement, ce ne fut qu'un éclair, et tout à coup, il comprit. Et là, on a un discours direct. Ainsi que tu t'es vu toi-même tout à l'heure, avait dit l'affreux témoin. C'était ainsi, il voyait de ses yeux de chair ce qui reste caché au plus pénétrant, à l'intuition la plus subtile, à la plus ferme éducation, une conscience humaine. Certes, notre propre nature nous est partiellement donnée. Nous nous connaissons sans doute un peu plus clairement qu'autrui, mais chacun doit descendre en soi-même, et à mesure qu'il descend, les ténèbres s'épaississent jusqu'au tuf obscur, au moi profond où s'agitent les ombres des ancêtres, où mugit l'instinct ainsi qu'une eau sous la terre. Et voilà. Et voilà que ce misérable prêtre se trouvait soudain transporté au plus intime d'un autre être. D'un autre être, et pas de lui-même. C'est peut-être, là encore, l'image des deux personnages sur leur fauteuil chez Nathalie Sarraute qui se regardent et qui essayent peut-être ceci aussi, mais qui n'y parviennent pas, eux. Lui, il y parvient, mais lui est un saint, l'abbé Donisson. Donc, transporté au plus intime d'un autre être, sans doute à ce point même où porte le regard du juge. Il avait conscience du prodige et il était dans le ravissement de ce prodige, ou dans le ravissement que ce prodige fut si simple et sa révélation si douce. Voilà. Alors qui est cet autre personnage ? Au fond, quelle est la conscience de cet autre personnage ? Alors après, ça tourne au fantastique, ça devient Satan. Et puis il rencontre donc celle qui a commis un crime. Comment réagit-il ? Là aussi, les choses ne sont pas toujours si simples que ça. Et surtout, comment va-t-il vraiment devenir saint ? C'est la question qui se pose à la fin du livre. Alors je ne vais pas parler de la fin du livre puisque je ne l'ai pas encore lu, j'en reparlerai la semaine prochaine.
où je terminerai vaille que vaille ce livre. C'est pas du tout mon univers de lecture habituel, et donc je suis un peu perturbé, et je sais pas trop quoi penser de ça. Enfin, disons que c'est une vision du monde, ou une pensée sur le monde qui me convient pas vraiment. Je préfère justement les scènes qui se basent beaucoup plus sur une sorte de réalité tangible, telle que, telle que les tropismes de Nathalie Sarraute. Mais bon, c'est intéressant d'explorer différentes manières de concevoir la réalité qui nous entoure. C'est ce que permet la littérature, le roman ou la fiction en particulier. Voilà, c'était quelques réflexions à partir de Georges Bernanos et de Nathalie Sarraute. La semaine prochaine, on parlera d'autres livres. On poursuivra peut-être déjà la suite des œuvres de Nathalie Sarraute. On terminera, ou en tout cas on poursuivra la lecture de Sous le soleil de Satan de Bernanos, et puis il y aura d'autres choses, peut-être de la bande dessinée pour aller un peu dans d'autres directions, peut-être des livres de réflexion, de la poésie, que sais-je. Suspense, on verra bien. Au revoir et à bientôt.